Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes premiers mots, évidemment, c'est pour remercier les organisateurs de m'avoir permis de vérifier que de temps en temps, à Québec, il y avait des températures positives. Donc, et en dehors de cela, bien sûr, c'est toujours un plaisir de venir revoir des amis et de participer à un tel débat intellectuel. Alors, tel débat intellectuel, je dis professeur émérite, c'est vrai. Derrière un professeur, vous le savez, il y a toujours un provocateur, même s'il est à la retraite. Sur ce point-là, je n'ai pas pris ma retraite, vous allez peut-être vous en apercevoir. Alors, la première chose, je vois une magnifique jeune femme blonde, ici, qui a des hautes responsabilités, et qui a été mon étudiante. Et je vois qu'elle a contribué à un programme où je lis, alors je vais le dire en français quand même, le droit de l'OMC dans le droit international public. Je lui ai enseigné, je l'ai écrit, que le droit était international, point. Et sur ce point, je pense que nos amis anglais sont d'accord, les Américains aussi, mais je vois que les Canadiens ne sont pas. Les Canadiens, il y a le Public International Law. Je me suis toujours battu contre cette expression qui, à mon avis, réduit beaucoup trop la portée du droit international. Je préfère, moi, droit international, international law. Mais enfin, c'est jamais que le début. Alors, on m'avait demandé de faire quelque chose sur le commerce et les investissements pour faire quelque chose de transversal. Alors, je vous ai envoyé quelque chose, donc vous pouvez le lire. Alors, je vais vous parler d'autre chose. Bon. Bien sûr, dans le fond, ce sera la même chose. Mais je vais vous en parler différemment parce que je vois que j'étais un peu décentré, puisque le sujet, c'est justement les 20 ans de l'OMC et comment l'OMC devait faire face à un certain nombre d'évolutions et autres. Alors, je vais essayer de replacer ce que je vous disais dans le fond, mais un peu différemment dans le contexte de l'OMC ou éventuellement un OMC+. Alors d'abord, et ça c'est ma manie cartésienne de la précision, je voudrais partir sur quelques points d'évidence, mais qu'il faut rappeler néanmoins. Quand on parle commerce et investissement, dans l'ordre international, ce sont deux opérations qui sont tout à fait liées. On ne peut pas les séparer, même si historiquement elles ont été dissociées, et où on a commencé par le commerce, et le commerce est le début de tout, même certains ont dit le commerce, c'est même l'origine du droit international, pas public, mais du droit international, et les investissements, c'est le droit de propriété, il est venu plus tard. Mais dans l'ordre international, l'exportateur, bien souvent, veut devenir un investisseur, et l'investisseur, bien souvent, veut devenir un exportateur. Les deux sont liés. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de globalisation, mondialisation, eh bien, c'est ce mouvement conjugué d'exportation et d'importation et de mouvements financiers liés à des investissements qui, justement, crée cette mondialisation et cette interdépendance économique des États. Donc, la globalisation d'aujourd'hui, c'est évidemment le jeu combiné du commerce et des investissements. Et notons que notre globalisation, qui fait parfois grand peur, mais elle est bien inférieure à la globalisation qu'il y avait au XIXe siècle, où il y avait une liberté du commerce, une liberté des investissements qui était beaucoup plus grande, et au moins c'était un monde, disons, purement contractuel. Alors, vendre, acheter ou investir, pour un individu, pour une société, ce n'est pas un droit naturel. Ça ne rentre pas dans les droits de l'homme. C'est quelque chose qu'il faut toujours relier à l'État, puisque là, l'État, au nom de sa souveraineté territoriale, eh bien, il a le droit de contrôler les opérations de sortie de marchandises ou de services, et évidemment aussi d'étrangers qui viendraient y investir. Donc ce phénomène étatique, on ne peut pas évidemment le passer sous silence, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train qui explique la situation que l'on a dans le commerce et les investissements. Comme le commerce, c'est plus facile, et on va voir pourquoi tout de suite, il y a une organisation mondiale du commerce qui a pris la suite du GATT, mais il n'y a rien, on le sait,
sur le plan universel et institutionnel en ce qui concerne les investissements. Alors pourquoi? Là encore, il faut revenir à des choses simples. Le commerce, c'est quoi? C'est un achat, une vente. L'achat, la vente, c'est des opérations commerciales qu'on connaît tout à fait bien dans l'ordre interne, qu'on vende des montres, qu'on vende des cravates ou que l'on vende des produits d'assurance, c'est toujours une vente, c'est toujours un achat. L'ordre juridique interne, il n'est pas tellement agressé par ce type d'opération. D'ailleurs, on connaît bien la maxime, locus regit actum. Donc là où s'est passée l'affaire, bien c'est le droit de l'État qui est applicable et c'est quelque chose qui ne pose pas de grandes difficultés. Lorsque l'on est dans le domaine de l'investissement, c'est plus pareil. C'est plus le droit de la vente, c'est le droit de propriété. Et le droit de propriété, là, directement, il fait référence à l'imperium de l'État, lorsque l'État est fort, ou même à son dominium, lorsque l'État possède un grand nombre de biens. Et là, évidemment, tout de suite, c'est l'ordre juridique interne qui va être mis en cause et où on s'aperçoit que l'État va vouloir faire beaucoup plus attention pour tout ce qui concerne le domaine des investissements que le domaine achat-vente, que le domaine du commerce. Alors ça s'explique que, assez facilement, on a une organisation mondiale du commerce, et où le commerce, globalement, il est libre, il est grandement libéré. Il y a des exceptions, les fameuses exceptions des articles 20-21, bon, qui réjouissent les juristes, bien entendu, parce que ça pose des magnifiques problèmes, mais enfin qui, dans la réalité, ne portent pas sur des monceaux de commerce, et donc concrètement peuvent être considérés comme secondaires. Et si vous regardez alors dans le domaine des investissements, rien de tel. Il y a presque 3000 traités bilatéraux sur les investissements qui existent, de protection, encouragement, entre en général des États exportateurs de capitaux et des États importateurs de capitaux, mais parfois les deux sont les mêmes. Je note simplement que ces accords bilatéraux sur les investissements, il n'y en a pas entre les pays dits développés. C'est-à-dire les pays de la zone OCDE ne concluent pas, il n'y a pas d'accord bilatéral d'investissement entre l'Union européenne et le Canada, enfin on va y venir, mais ce n'est pas exactement un accord sur les bilatérales d'investissement, il n'y en a pas non plus avec les États-Unis. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction, cette différence, et qu'on n'est pas arrivé à faire quelque chose de multilatéral sur le plan des investissements, comme on a pu le faire sur le plan du commerce? Alors, on a essayé au début un peu de voir les investissements par le biais du commerce. On sait bien que dans l'OMC, avant dans le GATT, par exemple, quand on parle des subventions, c'est bien des investissements, puisque c'est des conditions de production et après de vente d'un bien qui vont être appréhendées par le GATT, par l'OMC. Lorsque l'on parle aujourd'hui des services, un mode de service, le mode 3, la présence commerciale, implique des investissements. Il y a d'ailleurs eu un cas où la Chine a été condamnée récemment pour avoir violé le volet investissement des services. Mais tout ça, c'est une démarche, je dirais, un peu de crabe. C'est latéral, c'est simplement parce que des mesures en matière d'investissement ont une incidence sur le domaine du commerce. Mais il n'y a pas donc d'approche globale de cela. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'approche globale? On a essayé aussi de le faire à Doha et très peu de temps après à Cancun, l'investissement a disparu du programme de travail et les choses en sont restées là avec, auparavant, il faut les citer, l'échec de l'OCDE sur la création d'un accord multilatéral sur l'investissement. Alors qu'est-ce qui empêcherait d'avoir un accord global commerce-investissement, si ce n'est dans la structure actuelle de l'OMC, en la modifiant peut-être un peu, ou dans une autre structure? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est la tendance. Les nouveaux accords de commerce préférentiel, les accords dits transcontinentaux, je ne sais pas s'il a été d'ailleurs définitivement signé entre les États-Unis et les pays asiatiques, avant que je parte, ce n'était pas encore certain.
sauf que le président avait obtenu autorité pour les signer. Et en ce qui concerne l'Europe, ça pose beaucoup de problèmes. Et on en a un tout petit exemple avec l'accord qui a été conclu avec le Canada, qui, je signale, n'est pas signé, à mon avis, aucune chance d'être ratifié, et je vais m'en expliquer dans quelques temps. Donc, aujourd'hui, on sait bien ce qu'il faut faire. Il faut marier commerce et investissement, parce que les deux vont de pair. Si l'on traite que le commerce et pas l'investissement, il y a une partie de la réalité que l'on oublie, et c'est évidemment le sens aujourd'hui de la globalisation. Alors, est-ce qu'on peut, comment s'inspirer du modèle OMC, ou peut-être même l'inclure dans l'OMC, cet investissement? Alors, bien entendu, il y a un aspect institutionnel dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, parce que tous les orateurs ont été bien élevés, et puis on parle sous la présidence de Mme Marceau, donc on ne peut pas être trop désagréable. Mais le fonctionnement de l'OMC, évidemment, ce n'est pas le modèle. L'ancien directeur, je m'abrite, je suis prudent, l'ancien directeur de l'OMC, même si je dois m'en excuser, c'était aussi un Français, c'est peut-être pour ça qu'il avait fait cette remarque, avait qualifié l'OMC d'organisation moyenâgeuse. Alors pourquoi le Moyen-Âge? Parce que c'était un État, une voix. Un État, une voix en matière de commerce aujourd'hui, chacun sent bien qu'il y a quelque chose de ridicule. Et c'est d'ailleurs les institutions de Bretton Woods, 1844, qui ont commencé à regarder un petit peu plus près la réalité et dire on ne peut pas continuer comme ça dans l'ordre international, même sans avoir le cynisme d'Orwell qui disait que sur Terre, c'est comme les poissons, les gros mangent les petits. Non, même sans aller jusque-là, il faut bien prendre compte de la réalité. Donc là, il y a quelque chose qui est évidemment dans une organisation qui s'occuperait commerce et investissement, certainement à avoir un système d'État qui soit un système pondéré. Autre chose là qu'on a ajouté dans l'OMC et qui là est quelque chose qui s'est avéré tout à fait contre-productif, c'était bien à la fin du cycle de l'Uruguay, par la suite d'un élément de blocage, c'est le fameux engagement unique, le single undertaking. On savait très bien, le GATT à la carte avant, le GATT était d'ailleurs comparé, c'était normal, c'était là où il avait son siège, au fromage suisse de Gruyère. On connaissait qu'il y avait plus de trous que de pâtes. Eh bien, c'était évidemment important d'avoir un GATT et un accord commercial qui soit appliqué de façon large et uniforme. Mais aujourd'hui, de dire c'est tout ou rien, on s'est aperçu dans les négociations de Doha que jusqu'à présent, c'était rien. Et qu'un petit nombre de pays, sur des sujets vraiment d'importance très très limitée, pouvaient bloquer tout le processus. Donc cela, si on marie investissement et commerce, on ne peut pas avoir une organisation comme cela. Et d'ailleurs, les traités bilatéraux, c'est ça, c'est du sur-mesure. Et donc, il faut arriver à quelque chose, commerce-monnaie, à faire du sur-mesure, c'est-à-dire que le droit, après tout, prenne compte et tienne compte de la réalité économique. Il n'y a pas là quelque chose qui soit évidemment absolument inadmissible. Et puis, alors, il y a quelque chose d'important qu'il faudrait dans un système de ce genre, et là, le système actuel du commerce d'assez paradoxal, et on en a parlé ce matin, Charles-Emmanuel Côté en a parlé, le fameux effet direct, self-executing nature de l'organisme. L'OMC, on le sait, n'a pas d'effet direct. Pourquoi? On l'a bien expliqué ce matin. Les États n'en veulent pas. Et la Cour de justice des communautés européennes non plus, mais l'Union européenne avait pris des positions publiques contre cela. C'était difficile pour la Cour de dire le contraire. Pourquoi les États ne veulent pas, évidemment, d'effet direct de l'OMC? C'est très clair. Parce qu'une fois que l'effet direct, c'est une notion de juge, c'est vraiment le lawyer's law. C'est au juge de le dire et pas aux politiques. Et il y a des critères. La Cour suprême des États-Unis a montré la voie il y a près de 200 ans. Et ça a été suivi par la Cour internationale de justice, par la Cour de justice des communautés, Union européenne, etc. Donc lorsque une norme internationale est d'effet direct, c'est comme le génie de la bouteille. Elle échappe à ses créateurs.
puisque c'est le juge national saisi qui, dans un conflit privé, va dire oui, vous pouvez invoquer ce droit qui vient directement de l'ordre international. Donc il y a un effet de levier considérable pour le développement de ce droit lorsqu'on lui reconnaît la qualité d'effet direct. Et en Europe, dans l'Union européenne, on sait toute la force de ce concept et le caractère intégrationniste qu'il a eu. En matière de commerce, il n'y en a pas. Pourquoi ? Et parce que les États ont voulu garder, j'y reviendrai encore un peu tout à l'heure, le contrôle de tout le mécanisme commercial. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un conflit entre les juristes et les diplomates. Je remercie mon voisin qui a très bien montré que les diplomates l'avaient gagné par knockdown. Les juristes, là-dedans, sont une petite minorité. Et après tout, c'est peut-être pas un mal non plus. Donc les États ont dit à leurs tribunaux, n'y touchez pas au droit du commerce international, et c'est moi qui m'en occupe. Et ça va se refléter aussi dans le mécanisme de règlement des différends. Ça peut marcher, je dirais, à la rigueur en matière commerciale. Parce que quels sont les conflits commerciaux de ce cas-là qu'on va rencontrer? C'est des conflits qui sont dus à des obstacles d'État. Donc c'est normal, les États vont devoir les régler entre eux. Mais les autres conflits commerciaux, c'est des conflits d'acheteurs et de vendeurs, donc qui ne posent aucune difficulté, et sont réglés souvent par l'arbitrage international ou par les tribunaux internes, sans aucun problème. Mais ça, on ne peut pas avoir un système comme ça en matière d'investissement. En matière d'investissement, c'est le droit de propriété directement qui va être affecté. Donc il faut bien que ce droit soit d'application directe. D'ailleurs, personne n'a jamais soutenu l'idée que ces traités bilatéraux d'investissement n'étaient pas d'application directe. Si vous me dites qu'ils ne sont pas d'application directe, ce n'est pas la peine, vous les déchirez et on a réglé le problème. Donc, si l'on veut être sérieux avec ces questions de droit international du commerce et des investissements, il faut que l'organisation qui s'en occupe, si on décide d'avoir une organisation, bien se voit reconnaître l'effet direct. Alors maintenant, évidemment, grande chose, le règlement des différends. Alors, le règlement des différends, c'est une chose admirable. Ça fait plaisir aux professeurs de droit, ça fait plaisir à quelques praticiens internationaux, pas tellement d'ailleurs, et aux doctorants, toutes catégories pour lesquelles j'ai les plus grandes estimes. Mais je peux vous dire qu'en tant que praticien, en général, le recours aux tribunaux, c'est un gros mot. Le règlement des différends, il est tout sauf juridictionnel. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu bancaire et financier. Si vous disiez, on va voir les arbitres, alors là, les arbitres, c'était fini, c'était terminé, vous étiez mis à la porte. Bon, les tribunaux, oui, mais des tribunaux d'État bien connus, avec des juges qui avaient l'habitude de trancher ces différends, ça, je veux bien. Alors, si vous regardez le modèle OMC, moi, je bondis quand j'entends parler du juge OMC, quand j'entends parler du jugement, etc. Non! Je veux dire, le système OMC, c'est, je suis ici dans le pays de cette production, donc je peux le parler, c'est le Canada Dry par rapport au whisky. Quand vous comparez le système OMC par rapport à un système juridictionnel, je suis navré. Donc, mais c'est très bien, parce que pour le but qui est poursuivi, ça fonctionne parfaitement, parce que les États gardent le contrôle. Je suis navré, mon cher collègue et ancien président de l'organe d'appel, il garde le contrôle du système. Et quand vous regardez avec un petit peu de recul le règlement des différends, que ce soit l'OMC, que ce soit les investissements, mais qu'est-ce qu'on regarde? Il y a très peu d'affaires. Les investissements, enfin, je le cite dans mon papier de cette mémoire, il y a peut-être eu 600 arbitrages depuis 30 ans et 500 cas qui vont devant l'OMC en 20 ans. Par rapport aux milliers de milliards de commerces ou d'investissements, c'est même pas, vous ne le voyez même pas à la surface du globe. Donc, je n'entends pas dire que ce n'est pas un très beau motif d'étude, etc. Mais dans la pratique, quand vous êtes là, c'est quelque chose qui est quand même assez secondaire. Maintenant, tout, j'entends bien qu'il faut avoir un mécanisme de règlement des différends. Et là, l'OMC peut avoir un impact important. D'ailleurs, j'ai reçu, grâce à Mme Marceau, sur mon portable, les propositions de la Commission en matière justement d'investissement, qui rejoignent d'ailleurs celles du gouvernement américain, avoir un tribunal permanent avec un organe d'appel. Tribunal permanent appel, ça fait penser au groupe de travail et avec l'organe d'appel. Donc là, il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'OMC. Et alors, moi, je voudrais terminer sur quelque chose
je ne me prends pas pour un disciple de M. Stephen Hawking et des trous noirs du globe, mais je dirais qu'il y a un grand trou noir dans le commerce international aujourd'hui. Et ça, l'OMC s'en est pas occupé. C'est ce qu'on appelle le fameux commerce international fermé, qui est le produit du développement actuel et de la mondialisation, c'est-à-dire du commerce international, mais au sein de la même firme. Lorsque vous avez des grandes firmes multinationales qui sont des filiales, etc., qui importent et exportent des produits, c'est du commerce international, mais elles le font à l'intérieur de la même firme. Ça ressemble étrangement à la planification soviétique, ça. Mais oui, réfléchissez-y, vous verrez que ce n'est pas si stupide. Et ça pose des problèmes de droit absolument considérables, parce qu'on applique les règles de l'OMC à ce type de commerce en disant ça supposé fondé sur l'économie de marché et sur les fonctionnements des règles de marché. Mais c'en est complètement étranger. Ce sont des décisions qui sont prises, et parfois qui sont fonction de décisions fiscales de certains États. Donc, les politiques anticoncurrentielles ou les politiques de, comme on dit, d'optimisation fiscale, c'est merveilleux. Là-dedans, et ça détourne des couvents d'échange beaucoup plus que ça ne les crée. Ça, les juristes, je dois dire, je bats ma coupe, on le signale, mais on n'a pas fait grand-chose, alors que les économistes ont beaucoup étudié ce phénomène qu'ils appellent le commerce international vertical. Donc, avant de réformer encore l'OMC, de lui donner les investissements ou autres, moi je souhaiterais que l'OMC, dans les années à venir, attache ses grandes compétences à, comme Stephen Hawking, à explorer ces trous noirs, ces black holes du commerce international et nous vienne avec des propositions que je suis dans l'incapacité de fournir aujourd'hui, mais peut-être avec un peu de chance. Si vous me le demandez, demain, vous les aurez. Merci.